CLED est honoré et heureux de recevoir Myrlène Maniga aujourd'hui pour sa première rencontre avec les candidats à la présidence. C'est une tradition chez nous, comme vous le savez. Depuis les élections de 91, nous avons entamé une série de rencontres avec les candidats à la présidence. Et Mme Maniga est la première que nous recevons à l'occasion des élections présidentielles de 2010. Madame. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, j'avoue que je ne suis pas du tout surprise d'avoir reçu cette invitation à vous rencontrer, non à cause de moi, mais plutôt à cause des traditions bien établies par le CLED et surtout, je crois, par l'intérêt qu'il y a d'une rencontre entre quelqu'un qui aspire à être président et un centre comme le vôtre. Afin de baliser les discussions, je me permets de vous proposer un mini-plan qui n'a pas pour objectif de brider à l'avance vos questions ni de les réduire, mais simplement pour un petit peu plus de clarté pour la compréhension de ce que je propose, de ma vision des choses, et j'espère que cette vision rencontrera la vôtre. Vous l'avez dit, je suis une candidate d'un parti, le RDNP, vieux maintenant de 31 ans, qui s'inspire de l'idéologie de la démocratie chrétienne, membre de l'IDC, International de la démocratie chrétienne, et surtout plus actif au sein de l'ODCA, l'Organisation de la démocratie chrétienne en Amérique. L'IDC, comme nous autres, comme l'ODCA, nous avons la volonté d'associer l'application de méthodes stratégiques du capitalisme, mais un capitalisme qui n'a rien à voir avec celui qui a pris naissance au XVIIIe siècle et s'est épanoui de manière insatisfaisante au XIXe, insatisfaisante, je veux dire, en ce qui concerne les retombées sociales, mais qui au XXe, effectivement, a poursuivi son évolution, cependant, dans un contexte beaucoup plus favorable qui associe précisément le développement économique avec des méthodes qui ont fait leurs preuves et la justice sociale. Mais je voudrais surtout insister sur un domaine qui me préoccupe particulièrement, c'est le volet éducatif. Le pays ne se développera pas avec le potentiel, enfin si vous voulez, l'héritage actuel. 40-45% d'analphabètes et on ne tient pas compte, malheureusement dans les statistiques, du moins dans les analyses, de ce phénomène très important qui s'appelle l'illettrisme, c'est-à-dire la perte de l'acquis en matière d'éducation, que l'on constate chez ceux qui sont scolarisés, encore davantage chez ceux qui sont alphabétisés. Le pays ne se développera pas. Avec le système éducatif qui est le nôtre, les dossiers sont là. Nous savons quel est le passif. Nous savons quels sont les problèmes essentiels de la chaîne éducative haïtienne. Je travaille au niveau universitaire, mais je ne saurais oublier le secondaire qui fournit, qui alimente l'universitaire et le primaire qui alimente le secondaire. 800 000 enfants n'ont pas été à l'école l'année dernière, avant le tremblement de terre. Le bilan n'est pas encore fait pour la rentrée scolaire 2010. Nous savons qu'il y a 200 000 enfants qui ont 6 ans chaque année. C'est le produit de la mortalité infantile qui nous donne 200 000. Mais avec l'amélioration des conditions de vie, il faut anticiper que nous aurons plus de 200 000 enfants ayant 6 ans. Nous savons que la déperdition scolaire est pour moi un véritable cauchemar. Sur 100 enfants qui vont à l'école à 6 ans, 60 arriveront au certificat, 40 à la 9e année fondamentale et 25 seulement au baccalauréat. L'allongement de l'âge scolaire, ceux qui vont au baccalauréat ont souvent 21, 22, 24 ans. Et moi je pense, en étudiant l'histoire de l'éducation chez nous, que quelqu'un qui a eu simplement son brevet il y a 40, 50 ans est certainement mieux formé que la plupart des bacheliers actuels. C'est-à-dire que nous avons un problème statistique, c'est-à-dire la disponibilité de salles, etc. Mais nous avons un problème aussi de contenu de l'éducation, de formation des maîtres, et c'est pourquoi moi je valorise à fond l'utilisation des techniques modernes de communication qui nous permettra de pallier à l'insuffisance de cadres compétents, surtout pour l'enseignement secondaire.
il y a évidemment la sécurité alimentaire. L'autosuffisance alimentaire, je crois que c'est un terme aussi qui vous est familier, c'est un idéal. Pour l'instant, nous ne l'atteignons pas, car nous devons considérer la transformation des habitudes alimentaires. Donc je crois que la question de la sécurité alimentaire ne se pose pas seulement en termes d'autosuffisance, qui est un idéal, un projet, mais se pose en termes statistiques, en termes d'aménagement du territoire, en termes d'amélioration des techniques de production, de façon effectivement à réorienter sans violence les goûts des Haïtiens, réduire notre dépendance alimentaire. Et en ce qui concerne le troisième volet, c'est-à-dire l'État, quel est le rôle de l'État? Quel État devons-nous avoir? L'État n'a pas disparu chez nous. L'État est là. Mais lorsque le débat qui fait rage à l'étranger, trop d'États, pas assez d'États, je crois que chez nous, nous pourrions choisir le deuxième terme de l'alternative, pas assez d'État. Mais quel État? Quelles sont les institutions de l'État? Comment les réformer? Vous avez parlé d'État de droit et ça me fait plaisir. Et pour moi, c'est effectivement une préoccupation. L'état de droit qui permet de bannir la tentation de recourir à la raison d'État. Cette raison d'État qui est le contraire de l'état de droit. Reconstruire les institutions. Évidemment, vous le savez tous, ce n'est pas un secret. La Constitution, mes chers, je pense qu'il nous faut une autre Constitution. C'est le titre de mon dernier livre, Plaidoyer pour une nouvelle Constitution. Et j'ai précisé dans ce livre, et je précise à l'occasion, que si je propose formellement une nouvelle Constitution, je me dis, si je suis élue présidente, j'appliquerai les prescrits de la Constitution en ce qui concerne les mécanismes d'amendement. Cet amendement est déjà en cours depuis septembre de l'année dernière. On attend la 49e législature pour voter les amendements. Bien que je ne sois pas d'accord avec certaines propositions qui ont été établies, j'appliquerai loyalement car je suis favorable à l'état de droit, quitte, pendant les 5 ans de mon mandat, travailler pour que nous ayons une nouvelle assemblée constituante pour une nouvelle constitution. Et le grand problème maintenant, quoi faire du plan de reconstruction? Je crois, moi je l'ai lu, je l'ai analysé, comme j'ai analysé d'autres propositions faites par des groupes d'Haïtiens. Je crois que le plan de reconstruction qui est devenu officiel, il est officiel mais il n'est pas intouchable. Il a été réalisé dans trop d'émotions et il manque évidemment beaucoup de choses. Il manque la participation des Haïtiens. Cette vision macroéconomique est un peu trop virtuelle à mon goût, à mon sens. Je ne sais pas quelle est votre opinion. Mais cependant, le plan est là, c'est celui-là qui sert de base à éventuellement fourniture des 11 milliards et je suis heureuse de vous avoir entendu dire que 12 milliards, voilà ce que les parts haïtiennes ou bien le potentiel haïtien vaut plus que cela. Mais cependant, acceptons les 11 milliards. Le CI, la commission intérimaire, moi je pense que la genèse de cette commission est défectueuse sur le plan légal. La structure de la commission, personnellement, peut-être qu'il y a des gens haïtiens qui ne mériteraient pas de figurer dans cette commission, mais elle est là. Je crois que ce n'est pas ça le problème. C'est le travail de la commission, ses méthodes de travail et les résultats. En d'autres termes, en ce qui concerne donc le plan, je crois qu'il est modifiable, il est amendable. Je crois que le travail de la commission aussi peut être modifié. En d'autres termes, ma vision de la politique internationale dans ce sens est le réalisme et la souplesse et la voie de la négociation plutôt que de la confrontation. Nous ne sommes pas en mesure d'adopter la voie de la confrontation. Je n'aime pas la MINUSTAH. Je pense que c'est une anomalie dans un pays indépendant. Mais d'une part, nous devons nous souvenir que c'est un gouvernement haïtien qui l'a demandé. Nous sommes membres des Nations Unies. Nous savons que la Charte donne des pouvoirs coercitifs au Conseil de sécurité. Nous n'avons pas les moyens ni l'intérêt d'affronter les Nations Unies.
mais insister sur le fait que le système des Nations Unies, dans son ensemble, n'est pas l'ONU. Il y a les institutions spécialisées avec lesquelles nous pouvons avoir de très bonnes relations. En tout cas, personnellement, je crois qu'on peut négocier le départ progressif de la MINUSTAH. Mais soyons réalistes. Si on demande à la MINUSTAH de partir, ceci créerait un vide dans le pays au point de vue sécuritaire. La police nationale est insuffisante, elle est mal équipée et elle ne peut pas assurer la sécurité des biens et des vies, comme on dit, et la sécurité du territoire. Je crois pour ma part qu'on peut adopter une perspective qui ferait partir la MINUSTAH progressivement et on pourrait remplacer la MINUSTAH par, non pas les forces armées d'Haïti comme les gens le croient et le craignent, personne n'a envie de voir les forces armées revenir, mais cependant par une force publique qui pourrait épauler la police nationale, par exemple pour les désastres naturels. J'ai vu fonctionner cette force publique au Venezuela en cas de mini-désastre, ce n'était même pas un tremblement de terre comme celui que nous avons connu. Il y a une association de l'effort civique des citoyens et de ces forces policières et militaires que j'ai vu fonctionner au Venezuela de manière admirable. Pourquoi nous ne pourrions pas nous inspirer, non pas suivre, mais nous inspirer de ces modèles étrangers qui permettent à la police de remplir son rôle. Les militaires ne sont pas entraînés pour avoir des relations avec la population civile. Les militaires sont entraînés pour faire la guerre. Mais cependant, ils sont terriblement efficaces en cas de difficulté, car une armée, quelle qu'elle soit, c'est comme l'Église catholique, c'est très hiérarchisé et présente sur tout le territoire et dans n'importe quel pays hautement démocratique, lorsque la police ne suffit pas, on fait appel à l'armée. Je voudrais vous dire aussi que j'avais entrepris depuis le Venezuela une étude sur un thème concernant notre pays. C'est qu'un bébé suisse, américain, français, canadien, par définition non producteur, il est passif, il consomme 15 à 20 fois plus de biens et de services qu'un adulte haïtien, par définition actif et potentiellement producteur. Moi, je voudrais que l'État et le secteur privé, nous acceptions ce défi, nous relevions ce défi. Faire des Haïtiens des consommateurs. Car le principal marché pour la production nationale, c'est encore le pays. Ce sont les Haïtiens. Avant de penser à l'extérieur, faire en sorte que, par exemple, non pas le modèle brésilien, mais on peut s'en inspirer quand même. On a eu 40 millions de gens qui sont sortis de la pauvreté absolue sous le gouvernement du président Lula. Pourquoi nous ne devrions pas avoir aussi, nous aussi, ce défi? Faire sortir un certain nombre d'Haïtiens de la précarité absolue que représente la pauvreté. Faire de ces Haïtiens non seulement des consommateurs, mais aussi des agents de la production. Je terminerai en disant ceci. C'est que j'ai parfaitement conscience, étant un peu historienne et faisant aussi de l'histoire prospective, qu'un mandat de 5 ans, je serais fou de croire qu'on pourrait changer les choses en 5 ans. Ma grande prétention, mon défi, et je crois que ce défi est à ma portée, c'est de faire qu'en 5 ans, le pays ne changera pas de visage, mais changera quand même quelques traits de son visage. Pouvoir en 5 ans établir les axes prioritaires du développement et du développement coordonné, du développement durable, pour employer un terme à la mode, mais qui est quand même très expressif, et maintenir avec vous une politique, une vision du développement et avec cette préoccupation finale qui pourra vous étonner, c'est que nous sommes trop pauvres, nous sommes trop sous-développés pour ne pas pratiquer de vertus. L'ambition pour notre pays et la recherche de l'excellence dans
tous les domaines. Mais en tout cas, pour nos enfants et nos petits-enfants, faisons de ce pays, essayons de construire, de reconstruire ce pays à partir de maintenant. Je vous remercie. Merci, madame.